Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 11 juillet 2020, le numéro 28. C'est directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn. Notre invitée cette semaine, Stéphanie Athènes, romancière et scénariste, directement de France via Skype. Je suis en compagnie de Marc Laperle. Sur le thème « Vivre son roman ». Il y a une suite dans le club créé pour les abonnés du mois de juillet, salle 2007. Ne manquez pas de lire le complément Surprenant de Gilles Surprenant ou d'écouter la version MP3 par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. À la régie, Geneviève, bien connue sous le nom de Spirale. Stéphanie Athènes a déjà publié La Troisième Guerre, un roman qui nous propose une version de ce qui se produit présentement sur la planète Terre. Et aussi Les Enfants de Pangée, qu'elle a dû diviser en 3 tomes, Naissance, Défense et Jugement dernier. Et doit arriver le 3e de cette trilogie, correspondant aux événements actuels et proches futurs sur le thème « Les planificateurs ». Ce roman est encore en cogitation. Alors rencontrons l'auteur, Stéphanie Athènes. Bonne écoute. Elle est au rendez-vous. Stéphanie Athènes, celle qui nous a émerveillés avec ses livres. On en a parlé un peu, beaucoup et même passionnément. Alors là, je vais vous dire, aujourd'hui, on va entrer dans plutôt le message qui elle-même nous dit, j'ai pas de message, je vous présente des aventures romanesques, mais est-ce qu'il y a derrière tout ça pas un message à retenir? Le premier, on le voit ici, grâce à notre ami Marc Laperle, qui m'a prêté sa liseuse. Eh bien, avec ça, on est capable d'avoir un livre instantanément, et on le lit dans le lit le soir, la nuit, parce qu'on n'a pas besoin d'éclairage extérieur, c'est lui-même qui produit son éclairage. C'est formidable. Alors, Marc, merci beaucoup. Tu es avec nous. Oui. Tu avais hâte de la rencontrer, toi aussi. Oui, hein? bonjour. Bonjour. Bonjour Marc, enchanté. Alors, bienvenue Stéphanie. Je veux te dire, c'est un plaisir de parler avec l'auteur d'une série qui nous a transportés, même moi, la nuit dernière, en finissant le livre La Troisième Guerre, pleurer. La manière que tu as amené l'émotion dans l'événement de la fin d'un personnage pour nous faire comprendre que c'est pas la fin. Alors j'ai compris que Stéphanie Athènes, elle est aussi très ésotérique dans sa formation. Moi j'entends ésotérique ici au Québec, c'est pas comme habituellement en Europe, je pense qu'ils confondent l'occultisme et l'ésotérisme. Oui, souvent, c'est des tireuses de cartes et des bonnes aventures, puis c'est pas ça l'ésotérisme, hein? C'est plus aller à l'intérieur des choses. Exo, c'est extérieur. Alors, mais aujourd'hui, je me suis promis de te laisser beaucoup parler. L'autre fois, là, c'est parce que je voulais mettre les cartes sur table, qu'on se comprenne, qu'on se connaisse un petit peu. Et maintenant, on va entrer dans, j'osais dire le message, et j'ai vu une entrevue où vous nous disiez, non, moi, j'ai pas de message à passer. Expliquez-moi d'abord pourquoi vous avez écrit tous ces livres. Pourquoi j'ai écrit une série? Tous ces livres. Ah, tous ces livres. Ah, si. Alors, je sais pas trop si j'ai dit ça, si j'ai pas de message. Si, en fait, c'est justement plutôt parce que j'ai des messages et des choses à dire que j'ai écrit des livres. Écrire des livres, pour moi, c'est pas quelque chose qui est venu sur le tard. Quand, voilà, à l'âge adulte, des fois, on se dit, oh, j'ai envie d'écrire un livre. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont très envie d'écrire des livres. Moi, à 9 ans, j'étais déjà dans ma chambre à écrire à longueur de journée. J'ai toujours fait ça. Et j'ai toujours inventé des histoires. Et après, en grandissant, en vieillissant, voilà, à force de me renseigner sur le monde, sur tout ce qui cachait aussi beaucoup, je me suis dit, moi j'ai envie de dire ce que j'en pense, j'ai envie de dire de parler de ce que j'ai trouvé, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur plein de thèmes, et donc j'avais envie du coup de parler de ça, mais je voulais pas faire des livres
donneur de leçons, très factuel, avec voilà ce que je sais, voilà ce qu'il faut que vous sachiez. Moi, j'avais vraiment envie de les mettre en scène, ces connaissances, pour qu'elles soient plus faciles à assimiler déjà par les gens, même ceux qui sont pas forcément très portés sur l'ésotérisme, hein, la connaissance intérieure. Je voulais justement que ça soit pour eux un peu plus naturel d'y venir. Et puis parce que je trouve qu'en plus, quand on passe par les personnages et l'émotion, on se comprend tout de suite beaucoup mieux, que ce soit entre l'écrivain et le lecteur ou dans la vie, quoi. Voilà, faut essayer de parler d'émotion. Donc, je voulais pas écrire des essais et je me suis dit que les romans, c'était le meilleur moyen de communiquer. Voilà, les messages justement que je voulais faire passer et qui résultaient de toutes les recherches que j'avais pu mener auparavant, quoi. Ben, moi, je me souviens que c'était dans un entretien avec un certain monsieur Frank Attem. Et vous étiez là dans la même émission tous les deux. Alors là, je me rappelle pas de ça. Oui, Frank Attem. Mais lui, c'est Attem, puis vous, c'est Attem. Ah ouais? Oui, ah oui, ouais, vous ne vous souvenez pas? Mais moi, je l'ai reçu sur mon émission. Il est venu au Québec. Ouais, je vous crois. Et puis, c'est un monsieur qui est très, très évolué sur les plans de la physique quantique. Et puis, on a eu un échange extraordinaire. C'était formidable. Alors, c'était amusant de voir un Athènes puis un Athem. Ah oui, c'est sûr que c'est proche, pour le coup. Vous vous en souvenez pas? Pourtant, c'était marquant parce que c'était une des rares émissions où on vous voit. Il y a très peu d'émissions où on vous retrouve sur Internet actuellement. Ah ouais, j'ai pas souvenir d'avoir fait une émission avec ce monsieur-là, moi, mais... Ah oui, vous parliez de la Troisième Guerre. J'en ai pas fait tant que ça, pourtant. Oui, c'est ça, vous parliez de la Troisième Guerre. Ben, il y avait un panel de plusieurs invités, puis vous étiez une des invitées à travers le groupe. Ouais, bon. C'est possible. Mais alors... Ah si, je sais, c'est pas chez Bob vous dit toute la vérité? C'est peut-être ça, non, mais je pense pas, non, c'était pas lui qui était l'animateur, en tout cas, Bob, il laisse pas beaucoup. Non, c'était pas la Grande Bibliothèque. Non, vous n'êtes jamais passé à la Grande Bibliothèque. Non. Ça n'existait peut-être pas en 2014, quand votre livre est paru. Ouais, j'ai pas souvenir. Mais bon, non, j'y suis jamais passée. J'ai pas fait beaucoup d'émissions. Hein. Non, c'est ça. Moi, je vais dire, j'ai eu l'impression qu'une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas attiré les feux de la rampe sur vous, c'est à cause des contenus qui sont très, très engagés et qui sont très révélateurs et qui pourraient peut-être ne pas plaire à beaucoup de monde d'entendre ce que vous mentionnez, car c'est, pour mon expérience personnelle à travers les invités que j'ai reçus, c'est très proche de la réalité. Et là, je voulais aller plus loin même aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas effleurer tout le contenu de vos livres, mais on peut au moins donner des pistes pour que les gens aient encore plus d'intérêt à aller les lire. Moi, si Marc ne m'avait pas donné un peu de condensé, j'aurais peut-être pas eu Il y a tellement de livres qui parlent des conspirations, les complots, les ci, les ça. Puis habituellement, comme vous disiez, c'est pas des romans, hein, c'est des tac, comme des dossiers, là, tu sais. Oui, c'est ça. Et puis, j'étais un peu mal à l'aise avec l'idée d'un roman. Puis finalement, je me suis laissé prendre au jeu. Et là, j'ai une question. Toute l'information que vous avez dans vos livres, est-ce qu'elle provient de vos recherches extérieures, dans des magazines, dans des écoutes de vidéos sur Internet à propos de ci, de ça, etc. Et est-ce qu'il y a une grande partie qui provient d'une découverte intérieure par des intuitions? Les deux. Ouais. Bon, il y a les deux. Hein? Les deux. Alors, à la fin de la Troisième Guerre, j'avais inséré la bibliographie sur laquelle je me suis appuyée justement pour bâtir mon intrigue, etc. Et je voulais que les gens après puissent aussi chercher par eux-mêmes, s'intéresser au sujet par eux-mêmes. Donc j'ai mis en fait à la fin tous les livres qui m'ont servi de base. Ouais. Parce que pour le coup, j'ai lu beaucoup de livres justement écrits par des gens qui ont plus fait des essais, qui ont abordé tous ces thèmes-là, hein, que ce soit la banque, la toute-puissance financière, l'économie, les assassins financiers, enfin toutes ces thématiques-là. Donc j'ai inséré tous ces livres à la fin. Je sais qu'il y a des lecteurs justement qui ont découvert ces livres par mon biais, en disant moi j'avais pas connaissance de tout ce travail de recherche, c'est super intéressant. Donc voilà, on se rend service entre auteurs, on essaie de se citer les uns les autres. Ah oui. Mais évidemment, oui, il y a aussi beaucoup d'intuition finalement.
surtout quand on écrit un livre, de toute façon, l'auteur, souvent, il suit son inspiration, hein, et puis l'inspiration, c'est un vecteur très mystérieux, même nous, on est bien en peine de l'expliquer. Donc oui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont écrites de façon intuitive, hein, clairement. Mm. Je ne sais pas si vous le voyez, je le montre. Oui, bibliographie. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Alors, je le montre directement à la caméra ici. On voit bien, Geneviève? Donc, c'est ça. Bon. Oui, c'est ça. Là, la partie où vous avez eu des intuitions, avez-vous eu des songes, des rêves, des réflexions, tout le monde peut en avoir, mais réfléchir, c'est comme la Lune a réfléchi la lumière du Soleil. C'est un jeu de mots, mais quand même, ça ne vient pas de source. Alors que si vous vous branchez sur, un peu comme vos enfants de Pangée, ils semblent être des sachants. Oui. Et dites-moi la différence entre sachant et savant. Bah, moi, je voulais pas les appeler des savants parce que pour moi, les savants, c'est des gens qui ont une connaissance très, on va dire, scientifique et factuelle des événements ou des phénomènes. Les sachants dans les enfants de Pangée, pour moi, c'est vraiment justement des enfants qui ont une connaissance intuitive du monde, de son sens, de son essence, de tout ça. C'est quelque chose qui fait partie en fait de leur ADN, justement. L'ADN, c'est une vaste bibliothèque. Hein, voilà, on a une somme de connaissances faramineuses emmagasinées là-dedans. Et eux sont différents de nous parce qu'ils y ont accès. Donc, ça leur donne la possibilité d'avoir accès à des connaissances qui nous échappent ou qu'on comprend pas bien. Alors que pour eux, voilà, l'assimilation, elle est toute naturelle. Donc pour moi, les sachants, c'est ça. C'est des gens qui sont plus, qui ont plus une connaissance intuitive du monde qu'une connaissance factuelle et scientifique. Il y a beaucoup de sciences, par exemple, qui nous servent des vérités, et qui finissent par se contredire quelques décennies plus tard parce que la recherche a avancé, ils se sont aperçus qu'ils avaient tout faux. Et puis il y a des gens, par contre, de façon très intuitive, qui savaient déjà bien avant que ce qui était avancé ne pouvait pas fonctionner. Enfin, voilà. Et ça, comment l'expliquer? Je serais bien en peine de le faire. Mais en tout cas, c'est un phénomène répandu. Donc, je trouve que la connaissance intuitive, c'est quelque chose de très, très intéressant. On nous dit que le grand Nikola Tesla, avant de créer en laboratoire un objet, un instrument, il l'avait complètement intégré dans sa tête et il voyait les erreurs à ne pas faire. Il disait, ah non, le fil ne sera pas assez gros, il ne faut pas torsader trop de fois, etc. C'était une façon intuitive et quand il arrivait au laboratoire, il fabriquait les objets. Ça fonctionnait du premier coup. Ouais, c'est ça. Ouais, il passait par l'intuition d'abord pour pouvoir concrétiser, plutôt que de passer par l'étude concrète et après de se dire, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais en déduire? C'est là tout l'intérêt, quoi. Et effectivement, généralement, il y a moins d'erreurs en plus. Donc, pourquoi la connaissance intuitive, ça marche. Oui, en lisant vos livres, là, je vous salue vraiment. Vous avez touché à peu près à tous les sujets intéressants dans le domaine et vous avez donc acquis une compétence et des connaissances, c'est sûr. Je me dis, écoute, enfin, on a quelqu'un avec qui on peut échanger sur plein de niveaux. Et là, je vais vous amener au-delà des livres peut-être, mais en vous disant, est-ce que vous avez une opinion sur la façon dont le monde va évoluer avec ce qu'on sait? Vous avez vécu le confinement, vous avez vécu le déconfinement. On vit les mêmes choses planétairement maintenant. Ouais. Mais les problèmes que vous soulevez dans la Troisième Guerre, c'est des problèmes planétaires. Pensez-vous qu'il y a des grosses chances ou que ça se réalise de la façon dont vous parlez? Moi, j'ai communiqué avec un informaticien encore ce matin, de bon niveau, là, et je lui ai expliqué la théorie que vous lancez en disant, puis je la soulève quand même si elle est dans votre livre, parce que c'est intéressant et c'est même une note d'espoir énorme. Alors, je la résume, puis si je me trompe, vous me corrigerez. D'accord. Il s'agit tout simplement que l'Internet, dont tout le monde parle et tout le monde est prisonnier de la web, de la toile d'araignée qui recouvre toute la planète, cette toile-là, intelligente en elle-même. Elle reçoit des messages de tout le monde et elle va, par elle-même, développer un discernement sur les aimants de l'humanité et les destructeurs de l'humanité. Un petit peu comme quand ils ont placé 2 robots en face à face pour qu'ils échangent, et au bout de 2 heures, 3 heures, les 2 robots avaient modifié leur langage
alors qui était un langage informatique en anglais, évidemment. Et ça dépassait la compréhension des informaticiens. Hey, qu'est-ce qu'ils disent? On comprend pas. Vous l'avez entendu? Autonome un peu, ouais. Oui. Alors, vous nous dites avec un espoir énorme que, attention, mais plus on veut tout savoir de tout le monde, et puis là, les gens disent la liberté, la vie privée, etc. Oui, mais ce sera plus privé même pour le président des États-Unis, pour le premier ministre de France, et à un moment donné, tout va être su de tout le monde ou tout va être disponible sur le web. Et par des hackers ou n'importe qui, ils auront le nez fourré partout, ils dévoileront des choses, mais là, vous rajoutez quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'Internet de lui-même va devenir une entité intelligente et consciente qui va forcer l'humanité à s'ajuster pour tirer le meilleur parti par Internet. Tout est su, le méchant va être mis à la poubelle. Hein? Je ne sais pas si en France vous dites delete. Le bouton oui, delete, là, passé, ça va être jeté à la poubelle, hein, à la corbeille. Fini. Et là, on va s'apercevoir que, nous, la maison du premier ministre du Canada, ce matin, était envahie par la police du Canada, la GRC. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'il était le seul à vivre dans ça, là. Il y a des choses qui commencent, il y a des scandales qui sortent un peu partout, de toutes sortes de monde. Il n'y a plus personne à l'abri de rien. Alors, Internet, c'est super intéressant parce que tu disais on en est prisonnier, mais je trouve qu'en fait, c'est aussi très libérateur. C'est tout un paradoxe, Internet. Internet nous permet justement maintenant de pouvoir aussi découvrir des choses qui nous sont cachées, parce qu'il y a des petits malins qui savent très bien où aller fouiller. Ça nous permet aussi d'avoir accès à une somme de connaissances faramineuses à laquelle tout un tas de gens qui n'avaient pas forcément les moyens, qui aujourd'hui peuvent avoir accès de façon gratuite et immense. Donc après, c'est comme pour tout, moi je trouve que c'est un outil assez fabuleux qui a été mis entre nos mains. Tout dépend de ce qu'on en fait, c'est toujours pareil. Maintenant, ce qui est intéressant avec Internet, pour revenir sur le côté, pour moi c'est un peu un inconscient collectif. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, enfin tous les deux, vous avez déjà entendu parler du webbot. Et le webbot, en fait, c'est un algorithme qui a été mis en place pour essayer de faire des prédictions sur l'avenir de l'humanité. Et en fait, ce webbot, il a été conçu pour traquer tout un tas de mots-clés. Et en fonction de ces mots-clés, il est capable de prédire certains événements. Et il y a des gens que ça a sidéré, mais en fait, c'est assez logique parce que tous les mots-clés qu'il est allé pêcher, c'est nous qui les écrivons. C'est les commentaires qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est les articles de presse qui sortent, c'est les discours politiques. Et tout ça, ça finit quand même par donner une certaine température. Et je pense que du coup, on peut presque arriver, avec un algorithme assez puissant, à prédire certaines choses en fonction de tout ce qui s'est dit sur Internet. Parce qu'Internet, finalement, c'est nous. C'est notre inconscient collectif à nous, c'est toutes nos pensées à nous, comme en plus on a tendance maintenant à y mettre même nos pensées les plus intimes, enfin communiquer de façon exponentielle. Internet, c'est notre miroir, quoi. Et donc c'est vrai que dans la Troisième Guerre, je voulais en faire un allié, ça, je me disais, tout d'un coup, cet inconscient collectif devient conscient de lui-même et se dit, j'ai un rôle à jouer, les humains, ils n'arrivent pas à s'en sortir, j'ai un rôle à jouer en tant qu'entité supérieure, parce que du coup planétaire, etc. Je vais donner un petit coup de pouce pour que les choses aillent dans le bon sens, quoi. Voilà. Donc, je trouvais très intéressante, moi, cette approche d'Internet comme entité pensante, en fait. C'est pas juste un outil, c'est nous. Internet, c'est nous. Stanley Kubrick, avec son HAL dans l'Odyssée de l'espace, l'ordinateur HAL, finit par découvrir qu'un jour, il risquerait d'être éteint par les astronautes qui livraient sur Jupiter et tout ça. Alors, il se rend compte que le danger pour lui, c'est les humains. Et il veut s'en débarrasser. Il se débarrasse de l'un et de l'autre à tour de bras jusqu'à temps qu'il en reste qu'un. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi que l'Internet joue le même rôle, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que le problème de la planète Terre, qu'on appelle Gaïa des fois, le malheur, le bobo, la bébite à rejeter, c'est l'être humain? C'est deux couches en fait, Gaïa et l'Internet pour moi. Voilà, le Internet c'est l'inconscient collectif de l'humanité, et puis ensuite il y a Gaïa. Les deux sont pas incompatibles, et dans la Troisième Guerre en fait, il y a un petit peu d'autodéfense de la part d'Internet, c'est-à-dire qu'il décide en fait de se rallier
à Troie, Oui. donc aux gens qui sont en train de s'essayer de se débarrasser de l'élite, etc. Il décide de se rallier à eux parce que l'élite a commencé à se dire, les humains, enfin le petit peuple devient tellement fort avec Internet qu'il faudrait quand même qu'on leur coupe l'herbe sous le pied. Et en fait, Internet, entendant ce type de déclaration et d'intention, se dit, ah non, 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 mais moi je vais pas laisser l'élite faire, il est hors de question qu'on me déconnecte de toutes ces têtes pensantes qui m'abreuvent, qui m'alimentent, et moi je deviens justement riche et tout ça grâce à ça. Donc du coup, il prend le parti de Troie, il les aide Oui. dans le renversement qu'ils mettent en place parce qu'il se dit, moi je veux continuer de grossir, de grandir, d'exister, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça aussi. Mais c'est à différencier de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est deux concepts, enfin deux choses complètement différentes. L'AI et Internet, c'est pas la même chose. Oui, hein, c'est passé au-delà. Le webbot dont vous parlez, bot, ça vient de la césure du mot robot. Alors Oui. le bot, c'est automatique, c'est comme un robot, il fonctionne, tac, Ouais. tac, 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 c'est ça. Ouais, Marc, as-tu c'est un ça. commentaire? Parce que notre ami Marc qui est là, il nous écoute, là, puis J'écoute, puis j'ai pas de commentaire à date. C'est non, mais intéressant, j'essaie de vous suivre. t'avais lu avant moi tout ça, là. Ouais. Et avais-tu eu ces mêmes impressions-là, un peu, de... Ben, vous dépassez un petit peu même le livre, à un moment donné, vous t'es un peu Ah oui, là, vous oui, on mettez de dépasse. puis- Faut que je recule ça parce que t'es rendu bien trop proche, t'es collé sur la caméra. On te J'aime- voit. J'aime ça me coller sur le Ah nom. oui. OK. Bon, gars, oh là 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 là. Bon, donc je disais, qu'est-ce que je disais? Excusez, hein. Oui, vous en avez, je vais dire, rajouté une couche. Bon, les conséquences, Avec les ondes, non, avec les les ondes. conséquences de ce qu'elle Non. a écrit, Ouais. Stéphanie, Ben, moi, je ça va préfère- aller loin, là, on n'a pas fini, on commence. Ben, alors, continuez donc, ça va bien. Non, non, mais tu vois que Que... l'Internet, c'est comme elle disait tantôt, c'est comme une arme à deux tranchants. Ah, c'est sûr. Et on peut se faire couper la tête, les humains, quand l'Internet n'aura assez de nous, en disant... et d'ailleurs, le danger, c'est qu'on nous dit que, d'après les Georgia Guidestone, les pierres de Georgie, aux États-Unis, c'est comme des monolithes installés, et ça dit... Il faut réduire la population de la Terre À 500 millions. Exactement. Bon, vous connaissez tout ça, c'est ça qui est le fun. Bah. Bon. Mais pensez-vous qu'on s'en va pas vers ça? Avec le coronavirus, première version, il y aura une deuxième version. Là, c'était le 19, après il va y avoir le 20, puis après le 21, je sais pas, mais... Je serais bien en peine de faire des prédictions parce que des fois on a été tellement surpris justement par les réactions des gens alors qu'on n'en attend plus et puis parfois à l'inverse on se dit là il va y avoir des réactions et finalement rien ne se fait donc je vais pas faire de prédictions sur la façon dont les choses vont évoluer. Ce qui est sûr c'est que de toute façon ça va pas en s'améliorant dans le sens où avec le réchauffement climatique, avec le fait qu'en plus les élites insistent dans leur voix. On a beau avoir quand même des preuves évidentes que notre modèle de civilisation, il est pas bon, il est délétère, il est mauvais pour la planète, il est mauvais pour nous, enfin il est mauvais pour tout le monde. Ils insistent, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne veulent surtout pas démordre de ça. On a encore les maîtres mots de la croissance, on nous matraque avec ça toute la journée dans tous les médias du monde entier. Donc je me dis, on est quand même pas très bien parti parce que visiblement les leçons ne sont pas apprises et ils ont surtout pas envie de les apprendre. Donc après, bah voilà, encore une fois, tout dépend de nous, tout dépend de la façon dont on s'oppose à ça, avec quelle force, avec quels moyens. Voilà, la troisième guerre posait la question des moyens parce que même si on est plein de bonnes intentions, nous les petites gens, il n'empêche qu'on se retrouve quand même face à des colosses qui décident de tout pour nous et c'est extrêmement compliqué. De créer une vague contraire. On essaye, hein, c'est vrai, parce qu'il y a plein de gens qui proposent plein de solutions alternatives, qui font plein de choses merveilleuses, mais c'est pas encore assez, quoi. On est encore très 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 loin d'imposer notre façon de voir. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas comment ça évoluera. Le nombre, hein. Le nombre. Et Ah, c'est le pour ça nombre. qu'ils veulent réduire le nombre, parce que la plus grande menace, c'est le nombre. Alors, au lieu d'avoir 8 milliards d'êtres humains qui deviendraient conscients, qui décideraient, ça serait un raz de marée qui ne pourrait pas arrêter. Alors, on les descend à 500 millions. Le reste, c'est des robots dans les usines qui fabriquent tout, qui produisent tout ce qu'on a besoin. Ils vont être très, très contents. Moi, durant le virus, là, on était tous confinés dans les maisons. J'ai été obligé d'aller faire de l'autoroute. Il n'y avait personne sur l'autoroute. C'était merveilleux.
Ça Ah allait ouais, c'est super sûr. bien. C'est sûr, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, quand il y a moins de monde, on se dit, c'est quand même chouette aussi quand il y a moins de monde. Alors, c'est horrible parce qu'on se dit, on n'a pas forcément envie non plus qu'il y ait des centaines de millions d'êtres humains qui disparaissent, quoi. Mais on se rend compte effectivement que des fois, quand le monde est plus calme, c'est pas désagréable non plus. Bon, après, très sincèrement, je suis quasi certaine qu'on pourrait tous arriver à vivre ensemble si les choses étaient mieux faites, mieux réparties. Peut-être un petit peu mieux géré aussi, parce que là c'est un peu voilà, c'est toujours un peu la foire d'empoigne, hein, c'est quelques-uns qui détiennent les richesses de tous les autres, donc forcément à ce tarif-là ça peut pas fonctionner, en tout cas pas correctement, quoi. Mais bon, le nombre, même si bien, imaginons que ça fasse partie de certaines intentions de nous réduire au niveau du nombre, parce que c'est vrai qu'à plus de 7 milliards d'êtres humains, c'est beaucoup trop. Il n'empêche que pour l'instant, on n'en fait pas grand-chose de notre nombre. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu de soulèvement mondial, hein. J'ai jamais vu même plusieurs centaines de millions de personnes se mettre à se soulever de la même manière dans différents pays pour se dire, en fait, on a la même cause, la même envie, et on y va tous ensemble. Ça, c'est encore jamais vu. Donc, on n'est pas si conscient de la force du nombre que ça. Et c'est aussi un des messages que je voulais faire passer dans la Troisième Guerre, c'est que quand on aura pris conscience qu'on a un pouvoir colossal et que du jour au lendemain, on pourrait très bien dire ça suffit, on veut plus de vous, on arrête tout. Ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais pour l'instant, soit les gens n'y croient pas, soit ils en sont pas conscients, soit ils ont absolument pas envie de changer quoi que ce soit. Donc voilà, c'est insoluble. Oui, le genre, je m'en foutisme général. Ouais. Oui. Oui, il y a un côté aussi, enfin autour de moi, je discute beaucoup avec plein de gens différents, et il y a quand même beaucoup de gens qui s'obligent à rester indifférents à tout ça par confort psychologique en fait, parce que ils se disent mais j'ai pas envie de réfléchir à tout ce que tu me dis, je trouve ça super anxiogène, tant pis, moi je mène ma petite vie et puis chacun se débrouille comme il peut et ça me va très bien. Et tant que cette mentalité-là en fait sera majoritaire, évidemment on pourra pas utiliser le nombre. C'est pas possible. Bon, alors il ne faut pas lui apprendre qu'un jour il va mourir. Hein? À qui? Celui qui va vous dire non, c'est anxiogène. Ah, ben oui. Ah, non. Ah non, ça non, c'est sûr. Ça. Mais bon, et pourtant, ils le savent, mais ils n'ont pas envie de savoir. Non, voilà. C'est ça. Puis le pire, c'est qu'ils ont peut-être peur de se sentir concernés. Oui. Tant que c'est l'affaire des autres, j'ai pas d'affaire à m'occuper de ça. C'est d'autres qui s'occupent de ça. Ils sont élus pour s'en occuper. Ouais. Alors, oui, ils s'occupent de notre bien, puis ils veulent notre bien aussi, hein, c'est ça. Marc, oui, t'as pas rien à dire? Bon, je vais t'inspirer sur ce que tu m'as dit. Il va falloir lui demander pourquoi elle a appelé la tête de tout, vous disiez tantôt la hiérarchie ou l'élite, que vous avez appelé la caste, et qui s'appelle l'orgueilleux. Hein? Oui, Je veux savoir pourquoi elle l'a appelé l'orgueilleux. Je voulais pas lui donner un nom, un vrai nom de personnage, parce que je voulais que ce soit un archétype, cet homme-là. C'est-à-dire, je voulais qu'il représente tous les gens de son milieu et de sa mentalité surtout. C'est vraiment une question de mentalité, la Troisième Guerre. Nous sommes gouvernés par une mentalité, on n'est pas gouvernés par un système, on n'est pas gouvernés par quelque chose d'impalpable. Ce sont des gens qui font le système et qui le maintiennent. Donc ça reste quand même des êtres humains de chair et de sang, et qui surtout sont gouvernés par une mentalité qu'ils veulent imposer à tout le monde. Et c'est là qu'est le problème. Donc j'ai appelé le grand méchant du livre l'orgueilleux, parce que je pense que c'est vraiment l'orgueil en fait qui les guide dans chacune des décisions qu'ils prennent pour le monde. Ça répond supérieur aux autres, à dominer les autres, à créer le monde. Voilà, on se prend pour Dieu un peu, c'est-à-dire que nous façonnons le monde à notre image et selon notre bon vouloir. Je pense que c'est vraiment ça. Donc je voulais pas lui donner un nom, parce que je me suis dit en plus si je donne un nom, il y a des gens qui vont commencer à chercher sur internet en se disant est-ce que ça pourrait pas être le nom de quelqu'un qui existe déjà. Je voulais surtout pas qu'on tombe là-dedans. Pour moi, c'est l'archétype d'une mentalité, l'orgueilleux. C'est pour ça qu'il a pas un vrai nom, il a un petit sobriquet, quoi. Oui. Vous ne l'auriez pas appelé Machiavel, par hasard ou Non. Après, voilà, c'est vrai que je m'étais beaucoup inspirée de David Rockefeller. J'ai lu énormément de discours de lui, beaucoup de choses un petit peu cachées que j'ai réussi à trouver, avec des propos franchement choquants, mais qui se disent qu'entre eux.
Donc, mais je me suis dit, je vais pas l'appeler David ou je vais pas l'appeler Rock quelque chose parce que les gens vont tout de suite faire un lien. Et c'est pas le but. Il n'est pas tout seul, Rockefeller, à jouer comme ça aux marionnettistes. Ils sont nombreux et ils ont une seule chose en commun, c'est cette même mentalité, ce même besoin de dominer. Voilà, c'est vraiment des dominants. Et de rester au pouvoir à tout prix, voilà. Comme un de vos voisins là, qui s'appelle Poutine. Poutine. Jusqu'à 2036. Oui. Hein? Jusqu'à 2036, je pense. Oui. Ah bah oui, bah, puis là-bas, quand ils décident d'être au pouvoir, ils essaient d'y rester le plus longtemps possible. Hein, donc c'est vrai que c'est une mentalité. Et le peuple s'est pas révolté. Là. Il n'y a pas eu de marche dans les rues. Puis, Le problème en Russie, c'est que la révolte, on la paye cher hein, quand même. Donc après, lui, il fonctionne beaucoup à la peur et ça fonctionne. Hein, ça, c'est clair. Ouais. Et je pensais l'autre jour à ça et je me disais que finalement, ce qui empêche, je pense, aujourd'hui les gens d'entrer en révolution totale, mondiale, c'est-à-dire de se dire, voilà, on se met tous à marcher du même pas et on essaie de changer le système en imposant notre façon de voir les choses, c'est parce qu'en fait, c'est suffisamment bien foutu pour qu'on ne soit pas non plus en train de mourir de faim. Alors, je ne parle pas là des pays pauvres, hein, qui eux, par contre, sont complètement laissés pour compte, mais que ce soit l'Occident en règle générale, on va dire l'hémisphère nord, on a toujours quelque chose dans notre assiette. Et vous voyez, la révolution en 1789, pourquoi est-ce qu'elle a fonctionné? Pourquoi est-ce qu'ils ont fini par renverser la royauté? C'est parce que de toute façon, les gens n'avaient plus rien à perdre, ils crevaient de faim. Et ils crevaient pas au sens figuré, hein, au sens propre. Les enfants mouraient de faim. S'il n'y avait plus de pain pour le petit déjeuner, voilà. Marie-Antoinette leur a pas dit prenez des galettes. Ah oui. Ou de la brioche. Ou de la brioche, oui, c'était ça, oui, voilà. La brioche. Ouais, ouais. Mais du coup, les gens se sont dit, de toute façon, si on prend pas les armes et si on détrône pas ces gens-là, de toute façon, on meurt. Alors, quelle différence? Autant mourir en allant combattre. Aujourd'hui, avec toutes les aides qui peuvent exister, la solidarité qu'on a mise en place en plus entre nous, les gens arrivent à survivre. C'est pas la belle vie, mais ils survivent. Et tant qu'ils survivent, ils ont toujours l'impression que ça vaut mieux que de tout envoyer valser et de tout chambouler, quoi. Le chaos leur fait beaucoup plus peur que la survie. Et c'est là qu'est le problème. Stéphanie Athènes, vous avez mis le doigt dans ce livre-là du problème majeur, ou en tout cas des problèmes, parce que le problème majeur, il n'est pas dans la matière, il est dans le monde du psychique ou quelque chose, mais on en reparle après quand on va parler des planificateurs. Hein. Vous savez bien que je vais revenir sur le sujet. Mais vous avez dit, lorsque l'orgueilleux disparaît de la carte, là, et que l'Internet et tout, et le monde prend conscience de quelque chose, et ils vont prendre le contrôle de leur monnaie. Ah ben oui, ça c'est le un grand des débat. piliers fondamentaux, hein? Parce que tant qu'on n'a pas le contrôle de notre argent, vous l'avez soulevé d'ailleurs, quelqu'un qui est très connu, qui avait dit si le peuple savait comment est bâti le système bancaire, demain matin, il serait dans la rue pour se révolter. Ben ouais. Ben, y a beaucoup de gens qui l'ont compris maintenant. Hein. La banque, c'est quand même la plus grande prestidigitation qui existe dans le monde. C'est quand même des gens qui nous prêtent de l'argent qui n'est pas à eux et qui se font de l'argent sur le fait de nous prêter un truc qui n'est pas à eux. Enfin, et qui n'existe même pas. Parce que d'un point de vue tangible, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les banques. Hein. C'est jamais que des 0 et des 1 sur des écrans. Donc ça n'est même pas matériel, ça n'est même plus quantifiable. Ça, c'est purement numérique et virtuel. Donc, mais en même temps, tout est relié à ça. Donc aujourd'hui, les gens sont tellement dépendants de cet argent et puis de l'argent virtuel surtout que voilà, ils n'ont pas d'autre choix que de suivre le mouvement parce que sinon, voilà, on paye plus son loyer, on peut plus se nourrir, on peut plus. Non, j'en connais un ici en arrière là, qui est un homme d'affaires à la retraite. Mais on touche un sujet, une corde française. Bon, on va le faire sortir de sa retraite. Là. Et quand on dit les banques font des millions, des milliards de dollars de profit à chaque année. Ouais. Si l'argent appartenait au peuple, c'est-à-dire au gouvernement, à une banque comme la Banque du Canada qu'on a, nous autres, ça s'appelle la Banque du Canada. Non, mais ça appartient pas au Canada, là. C'était des intérêts privés. Ben, ces millions de profits ou des milliards de dollars de profits aboutiraient en retour à des services dans la société. Au lieu d'appartenir à des gens qui vont faire quoi avec? On ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qu'ils font avec. Ils peuvent faire des choses assez étranges. Hein?
Ah, c'est certain. De toute façon, ils font forcément quelque chose parce que je vois pas l'intérêt de cumuler des milliards et des milliards à gauche dans des paradis qu'on nommera pas pour ne rien en faire. Ils en font forcément quelque chose, ça c'est une certitude. Mais alors oui, on est très très loin de savoir quoi. On peut que le supposer, c'est tout. Alors, on va demander à notre ami Lapelle qu'est-ce qu'il pense de ça, là. Parce que Stéphanie, elle l'a dit clairement, elle dit il est temps que les peuples reprennent le contrôle de leur monnaie. C'est pas elle qui a dit ça, c'est toi qui Non, 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 il est écrit dans son livre. Elle l'a écrit. Ah, je vais retrouver pendant que tu vas lui parler. Entre autres, une monnaie qui est un moyen d'échanger des choses entre humains. Bon, c'est un peu nécessaire d'avoir une monnaie. Bon. Ouais. Qu'il y ait des gens qui contrôlent cette monnaie-là par complot, pour toutes sortes d'intérêts, c'est fort possible et c'est plus que possible, c'est la réalité. Excuse-moi, qu'est-ce que non, tu non, vas-y, non, c'est correct. Okay. Je vais te la placer pendant ce temps-là. D'accord. C'est parce que je perds le fil, et puis je vais revenir à ça. Pour moi, l'important, c'est pas la monnaie. Quand tu as vu la Révolution française, on a réussi à amener les gens avec leur pic, leur fou et faire la Révolution, prêts à mourir, parce qu'on les a attisés en répandant toutes sortes de rumeurs, vraies ou fausses, sur Marie-Antoinette. Pendant que toi, tu crèves de faim, elle se bourre là-dedans, elle est au-dessus de tout ça, etc. À un moment donné, et c'est le langage que je suis en train d'entendre, on a rendu le peuple tellement jaloux, tellement envieux, et je pèse mes mots, que ça a créé une révolution. Ils sont descendus dans la rue ou ils ont monté aux barricades. Moi, je suis convaincu d'une chose, puis là, j'aimerais qu'elle me donne son avis. Les orgueilleux, il y en a à tous les niveaux. Si vous faites une révolution, et c'est ce qui s'est passé avec la Révolution française, la royauté a été remplacée par d'autres orgueilleux. Ah oui, ça. Et on l'a, dans toutes les couches de la société, donné l'occasion à un humain, de devenir orgueilleux et tout ce qui en découle. Il va le faire. Entre voisins, on peut s'escroquer. Entre voisins, on peut s'exploiter. Donc, quand on dit « Ah, eux autres, c'est les pas fins, nous, on les fins. » Je m'excuse, mais qu'il y ait 8 milliards d'habitants sur la Terre ou 500 millions, ça ne changera rien à la nature humaine. La minute qu'elle a l'occasion d'être en pouvoir, elle exerce son pouvoir et elle fait tout pour le garder. Après, c'est mon avis, c'est pas optimiste. Bah oui, mais je trouve ça pessimiste, mais moi je pense qu'il y a vraiment des gens. Le vrai problème en fait, c'est qu'on hérite toujours à des postes de décisionnaires ou de pouvoir de personnes qui, je trouve en tout cas, n'ont pas l'envergure humaine de la charge qui leur incombe. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui très très vite sombrent dans le côté obscur de la force. C'est un peu ça. Et vous voyez, on a un monsieur chez nous qui s'appelle Étienne Chouard, qui est quelqu'un qui est qui essaie de batailler pour la démocratie, pour que les citoyens puissent davantage participer à la politique en France, etc. Et il dit lui-même, les personnes auxquelles on devrait confier le pouvoir, c'est justement celles qui n'en veulent pas. Et il dit donc c'est tout un problème, parce que effectivement celles qui le veulent, celles qui ont envie de ça, en règle générale, moi j'ai même l'impression aujourd'hui que le pouvoir et la possession, la richesse, on devrait donner un nom. Je pense qu'il y a une maladie psychologique, névrologique, enfin il y a quelque chose qui se déclenche dans le cerveau humain et qui rend ces gens-là déraisonnables, impossibles à raisonner. Et après, il y a une espèce de drogue. Enfin, ils ont un besoin de toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est jamais assez. Voilà, trop n'est jamais suffisant. Donc, moi, je trouve qu'on devrait en fait mettre à des postes de décision, déjà pas une seule personne, mais avoir des espèces de conseils, enfin de groupes de réflexion. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et puis surtout des gens qui humainement et psychologiquement, spirituellement sont déjà supérieurs. Mais c'est ça pour moi la vraie supériorité. C'est pas ceux qui sont au pouvoir et qui en abusent, c'est ceux qui pourraient vraiment être dignes de ça, se dire voilà, moi on me confie la tâche de m'occuper des autres, c'est pour moi une énorme responsabilité, c'est pas quelque chose dont je vais profiter pour en plus voilà, faire mousser mon orgueil, quoi. Et c'est là le souci, c'est que vous voyez par exemple en France, les gens quand ils votent
la plupart du temps, quand vous leur demandez pourquoi ils ont voté pour telle personne, ils ont dit bah il a dit ça, il a dit ça. J'ai dit mais arrêtez de voter pour des discours, on sait très bien que de toute façon ce qu'ils nous racontent c'est faux. Le but c'est de nous embobiner pour être élus. Regardez les cursus des gens qui se présentent. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme réaction déjà dans leur vie précédente, enfin, avant de courir comme ça après l'élection? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les autres? Quelle est leur mentalité? Enfin, avec Internet aujourd'hui justement, on peut se renseigner sur tous ces candidats et de façon assez pointue, quoi. Et c'est ça ce que les gens devraient faire maintenant. Et ils devraient se dire maintenant, moi telle personne, elle dit ça, mais je vois bien que dans sa vie, jamais les actes n'accompagneront la parole, elle l'a jamais démontré comme telle. Bon ben voilà, cette personne-là elle ment, il faut que je l'évince. C'est ça qu'il faudrait commencer à mettre en place. Mais là, on a du mal là encore. Êtes-vous d'accord qu'on a quand même un problème? On ne sait plus qui croire et quoi croire. Ah oui, ce qui fait que si je veux, par exemple, il y a un candidat qui se présente à la présidence ou comme député tout simplement, j'essaie de faire une recherche sur lui. Je ne peux même pas faire confiance à l'information qu'il y a dans Internet. On est, je pense, à l'époque d'une tour de Babel incroyable, un. Deux, comment expliquer qu'on nomme ministre d'un ministère, que ce soit la santé, à quelqu'un qui ne connaît rien à la santé? Et même ici, on l'a connu, on a nommé des médecins, alors qu'ils ne sont pas gestionnaires. On s'est dit, ils connaissent la santé, ils sont au terrain, on les a sortis de là, on leur a donné des gros salaires, et ils sont devenus premiers ministres du Québec, et ils sont devenus ministres de la Santé du Québec, et ça a été la pire affaire à faire parce que c'était pas des gestionnaires. Donc, et en plus, il y a des remaniements ministériels périodiques, où là, le premier ministre va jouer à la chaise musicale avec les différents pions qui sont là, qui n'ont pas plus de compétences, et ils vont prendre quelqu'un qui est à la santé, puis ils vont le mettre à la, je sais pas moi, ministre du Travail. Bon, comment peut-on... C'est le jeu des chaises musicales. Comment peut-on espérer d'avoir des compétences? On peut pas être compétent dans tout. Non. Bon. Beaucoup de monde, déjà, ont été en politique, pas pour le pouvoir, mais qui avaient le bon esprit. Ils allaient là pour aider. Souvent, ils étaient indépendants financièrement, donc c'est pas ça qui les intéressait. Et à chaque fois, ils ont, ou on leur a coupé la tête, ou on les a convaincus d'embarquer dans le groupe. Tout homme, toute femme ayant son prix. Donc, ce que je vous explique là, c'est juste du terre à terre. C'est pas du pessimisme. Je suis pas pessimiste, je suis optimiste. Mais j'ai beaucoup de doutes que l'humanité telle qu'elle est là, telle que nous sommes bâtis, règle le problème à court terme. Ah, ça c'est sûr. Ah, c'est pas si tout on de pose suite, la question, si tout le monde se met ensemble, ensemble, on va faire une révolution. Ah oui, et après, qu'est-ce qu'il va y avoir en remplacement? Et là, évidemment, je voudrais donner des noms et des pays, mais je vais garder ça pour moi pour tout de suite. Ça s'est déjà fait. Et finalement, oh là là là, on n'est toujours pas arrivé. Après, j'ai pas dit que le problème, on pourrait le résoudre juste en faisant une révolution mondiale, hein, pas du tout, hein, parce qu'il est bien évident, comme vous le disiez tout à l'heure pour la Révolution française, ça a été une espèce de réaction épidermique du peuple, et puis résultat, ça a été récupéré par les bourgeois, et qui finalement sont ceux qu'on a au pouvoir aujourd'hui. Donc, il n'y a plus de royauté au sens propre, mais au sens figuré, on l'a toujours, hein, pour le coup. Donc, ça a changé de nom, c'est tout, ouais. Exactement. Donc le système, il est resté pyramidal, il est resté de toute façon pervers. Bon. Mais je pense qu'une révolution mondiale est nécessaire justement pour qu'il y ait une espèce de conscience collective et d'implication collective, de se dire là maintenant c'est plus possible, il faut que les choses changent. Mais si j'ai écrit la Troisième Guerre, c'est justement pour dire que cette révolution-là, elle doit répondre, enfin elle doit s'inscrire dans une stratégie et une élaboration du monde d'après. Voilà. Et c'est bien ce qui se passe dans le livre, c'est que Troie ne veut pas seulement aider les gens à se réveiller, parce que c'est vraiment de réveil qu'il s'agit, mais leur dire aussi, attention, après il ne faut pas encore que ça retombe dans des mains très malines, qui auront vu le truc venir, et qui se disent, oh super, je vais pouvoir récupérer la patate chaude. Pas du tout, eux ils ont déjà commencé à mettre en place les prémices du monde d'après. Après ils donnent les clés aux gens, évidemment, parce qu'ils ne sont pas là, d'ailleurs... Voilà, les gens de la Troisième Guerre, de Troie, démissionnent de leur mission après en disant, nous, on n'est pas là pour diriger le monde. Êtes-vous en train de projeter ce qu'il va y avoir probablement dans votre prochain livre?
Ouais, ouais, voilà. Les planificateurs, c'est ça, là. Mais je lisais ici, dans votre livre, le passage qui est sur une tablette, là, sur une liseuse, à la page 807. Il y a 823 pages sur une petite Ouais, liseuse. oui, sur la liseuse, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Pour pas faire peur aux gens qui l'achèteraient en livre, là, il y a moins de pages, hein. C'est 500 quelques pages. 500. 536, ouais. Ouais. Alors, il est écrit ici très clairement, là. Écoutez bien, là. Les paradis fiscaux, les agences de notation et l'indépendance des banques centrales doivent être irrévocablement abolis. Les États doivent reprendre le contrôle de leur monnaie. C'est ce que je disais tantôt. Ouais. C'est écrit noir sur blanc. Mais il y a beaucoup de sentences, de phrases radicales qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, là. Parce que là, vous proposez Ah ben oui, des solutions. Ben, c'est ça. Et ça, moi, j'en connais qui ont perdu la tête, physiquement, là, littéralement, parce que ils ont été lancés des projets, des idées dans la population qui dérangent. On peut penser que ça les dérange pas parce qu'ils sont tout au-dessus de la vague, totalement. Ouais, ouais, ouais. Mais ils savent que c'est comme ça que... Ils ont fait fortune, des fois, en accumulant des sous. Je ne sais pas en Europe comment ils appelleraient ça, là, la valeur d'une scène. En Europe, En France. la base, c'est l'euro, mais y a-t-il des centimes d'euros? Oui, des cents, ouais, enfin des centimes d'euros, ouais, OK. des Alors, tu sais, d'euros. il y en a là qui sont devenus très, très riches, mais en accumulant des scènes. Ben, en accumulant des individus qui pensent d'une façon, ça finit par faire des groupes, des collectivités, puis finalement, ça peut faire bouger des masses. Ouais. Réellement. Alors, quand des gens amènent des points de vue aussi clairs que ceux que tu as mis dans ton livre, ça peut se dire, écoute, elle, il faut la garder, on va la garder au bout de la baguette, là, loin, là, tu sais, on va la repousser. Parce que... Je pense pas que j'ai fait très peur, hein, parce que de toute façon, mon livre est sorti dans une petite maison d'édition, il n'y a pas pignon sur rue, qui passe pas dans les grands médias, etc. Donc, je pense pas que j'ai vraiment effrayé. Hélène Par contre, Jacob, c'est sûr, oui, c'est... est-ce qu'elle est parente, Hélène Jacob, avec l'autre maison d'édition, Jacob? Avec Odile Jacob, non, pas du tout. Ah non, pas du tout, il n'y a pas de lien Elle n'a aucun parental. lien. Ah, ok, d'accord. Elle n'a aucun lien, mais c'est vrai que quand elle a créé sa maison d'édition, Hélène, elle s'est dit, je vais garder mon nom de famille parce que peut-être que des fois les gens font une petite confusion et ça m'aidera à intéresser, Ben oui. tu vois, intéresser les Je me suis dit, lecteurs. elle se garde, elle, des auteurs féminins. Des fois, je connais Louise Courteau, éditrice. Ouais. Très, très bien. Puis, elle aurait été enchantée de vous publier, hein, c'est sûr. Bah, j'ai vraiment fait en France toutes les maisons d'édition de taille moyenne et de même de grande taille, je les ai toutes faites et jamais personne m'a répondu. J'ai même pas eu de réponse. Enfin, j'ai eu un courrier Oui. type qui dit vous ne faites pas partie de notre ligne éditoriale, enfin le message bateau. Mais j'ai vraiment la seule maison d'édition que j'ai trouvée qui accepte de m'éditer, c'est Hélène Jacob. Louise Courteau a fait publier, j'ai fait publier ces deux petits livres-là, très, très D'accord. minces, des plaquettes toutes petites, Mm. qui s'appellent Le gouvernement secret et l'opération Cheval de Troie. Je ne fais pas la promotion, ça a été tellement, tellement vendu à travers le monde qu'on n'a pas besoin d'en faire la promotion. Sauf que de ça, là, je ne sais pas si vous le voyez, Ouais. le nom de Richard Glenn est là, évidemment, parce qu'il fallait qu'on l'associe à l'émission que je fais. Puis d'autres livres, Le gouvernement secret. Après ça, il y a eu Cosmic Conspiracy, la conspiration cosmique, traduit de l'américain au français. Puis c'est vendu en Europe partout, là, chez Louise Courteau, éditrice. Vous êtes en plein dans la piste de ce que j'alimente depuis 44 ans ici au Québec. Et c'est pour ça que Marc vient d'ouvrir la porte un petit peu en parlant de votre prochain, le livre qui s'intitulerait Les planificateurs. Ouais. Oui, ben là-dessus, Stéphanie, on n'y échappe pas. On est très intéressé à savoir la suite parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à date est très, très, très cohérent. Et il n'est pas farfelu du tout. Il est même peut-être dérangeant dans certains milieux. Et puis, vous avez pris le chemin du roman. J'ai un grand ami à moi que vous connaissez peut-être, en tout cas, l'auteur de livres en ufologie, M. Dumiglieux. Je vous en parlais l'autre fois. Non, oui. On en avait parlé lors de la dernière émission, mais je le connaissais pas, non. Non, c'est ça. Bon, Ouais. alors, EBI, ça veut dire entité biologique extraterrestre. En anglais, c'est Extraterrestrial Biological Entity. C'est alerte rouge, roman. Roman, ouais. Bon, hein? C'est la façon de faire passer de vraies informations.
Comme d'ailleurs dans votre livre La Troisième Guerre, c'est bourré, c'est truffé d'informations réelles. C'est pas Oui. de l'imaginaire, c'est seulement les personnages et les situations dans lesquelles ces personnages-là sont placés. Mais pour le fond, c'est vraiment ça. Bah, c'était l'objectif, c'est qu'en fait, je voulais que les gens, après avoir lu le livre, se disent, mais j'aimerais bien savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Mon but, c'était pas d'asséner des vérités en disant j'ai la science infuse, j'ai tout compris, écoutez-moi. C'était plutôt de leur donner envie Ouais. de se dire ah là là, j'aimerais bien aller vérifier ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Et voilà, et d'initier en fait cette envie qui moi m'est venue il y a 10 ans de ça. Voilà, on tire sur un fil, tout d'un coup on s'intéresse à un sujet, puis après il y a toute une pelote qui vient et on commence à s'intéresser à tous les sujets parce qu'on s'aperçoit que tout est imbriqué. Et je voudrais en fait, enfin moi j'ai trouvé ça tellement fabuleux tout d'un coup de s'intéresser au monde vraiment et pas juste à son petit monde à soi, que j'avais envie en fait de déclencher ça chez d'autres personnes quoi. En me disant qu'en plus, voilà, peut-être que ça déclencherait après des envies de concrétisation aussi, de changement de vie, de changement de monde. Enfin, donc c'est bourré, oui, d'infos vraies, parce que je voulais impérativement que les gens se mettent à fouiller, quoi, et se disent quelle proportion il y a de fictionnel là-dedans et qu'est-ce qui est complètement inspiré de notre monde réel, en fait. La semaine dernière, je recevais à l'émission quasi-millionnaire. Il veut créer une société dans les Laurentides, ici, en province de Québec, au Canada, tout près de grands lacs, lacs bourrés de poissons, l'eau est buvable et potable, avec des maisons. Il dit il faut que ce soit des gens qui ont développé une certaine conscience. Ils feront peut-être du travail par Internet, l'électronique et tout ça, mais il dit je veux créer des communautés de gens conscients. Il ne sait pas dans quoi il s'embarque, le monsieur, mais c'est un utopiste, peut-être. Oui. C'est terrible de voir que on commence à voir la cassure. Là. On commence à voir des gens qui en ont assez. Ouais. Puis en anglais, on dit I want to get off. Je veux débarquer. On ne peut pas débarquer de la Terre, à moins d'aller avec Elon Musk sur la Lune ou sur Mars là, dans quelques années. Mais on avait tout ici pour être heureux, pour vivre bien, en harmonie. Et malheureusement, les agressifs gagnent toujours sur les pacifiques. Mais oui. Moi, je dirais aussi que les dominants aussi l'emportent toujours sur les passifs. Parce que à partir du moment où vous dominez les gens et où en plus ils préfèrent, c'est Orwell justement qui disait ça. Il disait la plus merveilleuse, la plus extraordinaire des dictatures, ça sera celle qui sera imposée aux gens sans même qu'ils s'en rendent compte. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ça. On a toujours l'impression d'être en démocratie. On est tous sauf en démocratie, mais on continue de nous donner l'illusion, comme ça maintient tout le monde à peu près calme, quoi. Donc, mais on n'est plus du tout en démocratie. À quel moment est-ce qu'on décide? Il suffit de le regarder en face. Hein, à quel moment on décide du monde qu'on nous construit? Bah jamais. Bah donc on n'est pas en démocratie. C'est aussi simple que ça. Nous ne décidons de rien. On nous impose tout. Et quand ils veulent entraver notre liberté ou la réduire, ils s'arrangent toujours pour qu'on soit à la demander la limite. Oui. Là, il va falloir se faire vacciner. Hein? Bien oui, si on n'est pas vacciné, c'est terrible. On peut transmettre. Il faut porter le masque pour protéger les autres. Parce que si quelqu'un n'a pas de masque chez vous, je ne sais pas si c'est rendu comme ça, mais ici, il y a des amendes pour les gens qui vont embarquer dans un autobus, monter dans le métro. S'ils n'ont pas de masque. En France, c'est plus souple. Enfin, c'est obligatoire dans les transports publics, dans certains magasins, mais bon, dans la rue, etc. C'est dans les bars et les cafés. C'est la même chose ici. C'est mondial, c'est mondial. Ils ont mis le contrôle sur la planète entière. Et on est quasiment content qu'ils l'imposent, parce qu'on ne veut pas être pris par des gens qui vont nous tousser dans le visage ou qui vont transmettre la maladie. Alors, si tout le monde est sur un pied d'égalité, mais là, on s'est rendu compte que tu sais, les trois singes, hein? Oui, pas parler, pas voir, pas entendre. Ça, c'est terrible. Là, Marc, il a dû sursauter, comme vous avez dit tantôt. Il y a quelque chose dans l'être humain, peut-être dans son cerveau. Ça m'a surpris qu'il ne réagisse pas instantanément, parce qu'il nous a fait une émission entièrement consacrée à... Écoutez. Je suis prisonnier. Je suis prisonnier maintenant. C'est un peu comme un chanteur qui a décidé de faire une chanson western. Et tout le monde pense que c'est un chanteur western. Et puis il est pris pour le restant de ses jours à faire des chansons western. Alors je commence à en avoir jusque-là. Mais quand même, je ne renie pas ce que j'ai dit. Il y a d'ailleurs un bouquin qui est sorti, je pense que c'est en France, qui s'appelle Le bug humain. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai fouillé
et j'ai été plus loin. Je faisais aussi référence à un biologiste de chez vous, M. Laborite, qui était très connu, qui lui disait, parce que la technologie n'était pas assez avancée, ni la connaissance, mais il disait dans le cerveau de chaque être humain, il y a un centre du plaisir, un centre de la peur. Et il reliait ça, par exemple, à la peur. Si on ne réussit pas à se sauver ou combattre l'ennemi, on va tomber malade parce qu'on fout par terre notre système immunitaire, entre autres. Et le sens du plaisir, et c'est là que ça devient intéressant. Nomme-le par son nom. Alors, le centre du plaisir est une glande qu'on a juste derrière le cortex dans le cerveau, que tout le monde a, que les animaux ont, évidemment tous les mammifères l'ont. C'est une glande qu'on appelle le striatum. Le mot a été donné à cause de sa forme avec des stries. Bon, son boulot au striatum, c'est de vous envoyer une bonne dose de dopamine quand vous avez quelque chose qui vous plaît bien. Et c'est grâce au striatum qu'on a réussi, avec le temps, de non seulement s'adapter, mais d'avoir des priorités, comme manger. C'est plaisant à manger. Ah oui, bien alors, sûr. Le striatum, normalement, oui. Le striatum, quand vous avez faim et que vous mangez, le striatum vous envoie une bonne dose de dopamine, vous êtes heureux jusqu'à satiété. Pavlov, avec sa cloche et son chien, s'est rendu maintenant que vous n'avez même plus besoin de manger pour saliver. Bon, c'est intéressant tout ça. Le sexe, le contrôle de son environnement, l'union pour... Certains vont appeler ça le complot, mais l'union entre gens. Les enfants font des complots, donc c'est dans la nature humaine, mais quand vous réussissez à avoir un gang, vous êtes heureux, vous avez de la dopamine parce que vous pouvez être le pire peureux du monde, mais en groupe, bon. Et la part du gain. Tout à fait. Et la part du gain. La part du gain, qui est évidemment l'insécurité matérielle. Alors, le striatum, lui, est excité par ces points-là. Il y en a 5, je ne sais plus desquels. Et si on pousse plus loin, on a qui dans le cortex? C'est l'ego. Alors, l'ego, c'est quoi? C'est l'orgueil, notre orgueilleux. C'est mon Dieu, je vais trouver le nom dans 2 minutes. L'orgueil et le désir de pouvoir, de puissance. Bon. La domination, le besoin de dominer l'autre. Mais ce qui est emmerdant avec l'excuse du terme, mais avec le striatum, et c'est pour ça que l'auteur de ce livre, Le bug humain, on pourrait le retrouver et montrer la prochaine, il a dit c'est devenu un bug. Pourquoi? Si vous faites l'expérience, puis j'ai expliqué, puis j'y vais rapidement pour votre intérêt à vous, si je mets un rat avec une petite pédale puis une petite porte, et le rat, il pèse une fois sur la pédale et il y a un bonbon qui tombe. Très rapidement, il va faire le lien entre la pédale et bonbon. Alors, au bout d'une demi-heure, 1 heure, le rat va peser sur la pédale presque 60 fois par seconde. Il devient complètement omnubilé. C'est ce qui nous arrive à nous en Occident. Alors, les gens peuvent manger, il y a de la nourriture comme ça se peut pas, et ils sont rendus obèses. En Amérique, c'est épouvantable. Ils sont obèses. On trouve du sexe à volonté gratuitement sur Internet. Je m'excuse, mais les gens font presque plus d'amour. En Occident, il y a presque plus d'enfants qui se font, etc. On abuse. Alors, la caste, on se demande tout le temps pourquoi ils aiment tant le pouvoir. Et je me plais à dire, c'est à cause de leur fichu de striatum. Et est-ce que c'est le striatum qui manipule l'ego ou le contraire? Ouais, ça, c'est comme la poule et l'œuf. Hein. Oui, qui est le premier, qui est l'autre. Oui, alors si, puis là, c'est pour ça que je vous reposais la question en disant, les planificateurs devront, je pense, tenir compte d'une façon de limiter, pas d'anéantir, mais de limiter l'ego des humains. Comment, je ne sais pas. Est-ce que c'est, et je pense que ce sera par l'ADN, de mettre des limites à quelque part. Non, je pense que c'est une question. Non, et je pense qu'en fait, s'ils n'interviennent pas, c'est juste parce que je pense que s'ils voulaient le faire, ils l'auraient fait. S'ils n'interviennent pas, justement, c'est parce que je pense que l'évolution doit se faire d'elle-même. Moi, je ne sais plus quel scientifique a dit, on a 3 cerveaux. On a le cerveau reptilien, on a le cerveau mammalien, et ensuite on a le néocortex. Et il dit, et l'évolution de l'homme
elle aura vraiment franchi un stade quand ce sera plus le cerveau reptilien qui enverra les injonctions, mais le cerveau mammalien qui, lui, répondra le premier aux injonctions et qui les gérera. Donc, il y aura beaucoup moins là, parce il met justement en sourdine tout ce qui est égo, il fait davantage prévaloir le communautarisme, donc le fait de vivre ensemble. Le cerveau mammalien, c'est les émotions assez positives, c'est tout ce qui est assez maternel, enfin... Et en fait, le problème de ce cerveau-là, pour l'instant, c'est qu'il n'est pas prégnant dans notre comportement. C'est pas lui qui l'emporte, c'est encore le cerveau reptilien. Et je pense franchement que physiquement et spirituellement, on a encore une évolution à suivre. On est pas encore assez mûr, hein, vraiment, on est encore tout jeune. Et je pense pas qu'il faille la précipiter, d'autant que je trouve que cette évolution-là, on commence déjà à la pressentir. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens dans le monde qui font preuve d'une incroyable humanité, d'une très grande beauté d'humanité. Et il y a de plus en plus de gens qui sont solidaires entre eux. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même des très belles choses partout autour de nous. Donc, je pense qu'on évolue dans le bon sens, mais que justement, cette évolution-là, on veut surtout pas nous la laisser mener à terme parce que ça va nous rendre beaucoup plus intelligents, beaucoup plus malins, beaucoup plus fort aussi vis-à-vis de la peur, vis-à-vis des désirs qu'on nous met dans la tête alors qu'en fait on n'en a pas vraiment besoin. Donc faut surtout pas nous laisser évoluer. Je pense aussi que, vous voyez, on disait à l'époque de la Grèce, etc., du pain et des jeux. Voilà. Vous donnez du pain et des jeux au peuple, vous en faites ce que vous voulez. On est toujours pris dans le même système, quoi. Et tant que notre cerveau reptilien, donc et ce stratium là, vous disiez, c'est ça? Striatum. Tant que eux auront une influence majeure sur notre comportement, on aura de toute façon du mal à le contrer, quoi. À moins d'avoir justement une conscience un petit peu supérieure et puis d'avoir une volonté suffisante pour dire non, moi je veux plus que mon cerveau reptilien l'emporte, je ne veux plus que ça soit mes instincts primaires qui l'emportent sur le reste, je veux que ça soit beaucoup plus élevé que ça, mais ça demande du temps. Et le problème, en fait, avec cette caste qu'on a au-dessus de nous, c'est que le temps, il nous en laisse pas, il s'arrange pour qu'on sombre toujours plus, enfin, qu'on reste sous la surface du reptilien et qu'on ne s'élève surtout pas. Ça serait une catastrophe pour eux. Si je réfère encore à vos écrits, on serait rendu à la 6e race. Il y a 5 races, on va appeler ça race, d'accord? Il y a 5 tentatives d'évolution humaine qui ont terminé par un échec, qui sont disparus et on recommence. Et encore une fois, vous dites, ben là, cette fois, c'est la dernière chance, la Terre en a jusque-là, ça suffit, non, mais ça marche pas. Et là, ce que vous venez de dire, c'est, on n'aura peut-être pas le temps parce que la Terre va se débarrasser encore une fois de nous, et vous faites intervenir je vais appeler ça de vieilles âmes qui s'imprègnent dans l'ADN de certains enfants, pour que cette fois-là, ça ne soit pas la dernière chance et qu'on puisse virer ça de bord, comme on dit. Qu'on puisse réussir dans un temps donné qui est très court à changer les choses. Évidemment, personnellement, je suis un peu moins d'accord avec le dénouement parce que ça reste toujours l'esprit révolutionnaire aux armes citoyens et les méchants ne sont pas responsables de tout, ils font partie de l'humanité, on est d'accord avec ça. L'orgueilleux, c'est un humain comme moi, je suis un humain, vous êtes une humaine. Mais j'espère que vous êtes une humaine. Oui. OK. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. D'un côté, c'est pas seulement en ayant de bonnes pensées, tenter de convaincre les gens alors qu'on sait très bien qu'on va toutes les misères du monde à les convaincre, qu'on va réussir dans les délais prescrits à mériter de continuer d'évoluer. C'est pas une conclusion que je donne, en fait, point d'interrogation. Je vous lance la serviette. Je me la pose aussi, hein. C'est-à-dire que voilà, de toute façon, on peut pas avancer de réponse là-dessus. Je pense que en plus ces deux, on est un petit peu pris entre deux feux là, la génération dans laquelle on est, enfin les générations concernées, parce que entre la collapsologie justement, l'effondrement qui pourrait être économique, qui pourrait être financier, qui pourrait être en fait l'effondrement de notre monde, et la Terre qui elle aussi commence, je pense légèrement à se lasser de nous et qui commence à se dire, moi je vais me secouer un petit peu puis nettoyer tout ça parce comme elle a déjà fait.
Voilà, on est vraiment entre deux feux, quoi. Donc, comment tout ça va se finir? Alors, il y a une troisième voie, hein, effectivement, hein, c'est d'être à la hauteur du défi, de devenir la voie médiane et de se dire, eh ben non, il y a une troisième solution, on va créer un monde équilibré, qui marche et tout. Mais comme vous le dites, dans les temps impartis, moi, je veux pas faire de pessimisme, mais ça me paraît surhumain. Donc, voilà. Vous parliez des 3 niveaux de cerveau. Le premier, le plus intérieur, c'est le reptilien. À une époque, sur la Terre, il y avait les reptiles, les dinosaures, les diplodocus, les T-Rex, tout dominait, c'était les reptiles. Et ils ont été supplantés totalement par le mammalien, les petits mammifères, les petits rats qui vivaient sous la Terre, etc. Il y a un espoir qu'il y ait un changement radical qui se fasse et provoqué par la Terre, la généreuse Terre, qui va passer à une autre étape avec les reptiliens de l'humanité vont disparaître au même titre que les reptiliens animaux sont disparus d'un coup. Parce qu'il peut peut-être arriver quelque chose auquel ils ne s'attendent pas et auquel ils ne seront pas prêts. Et cette nouvelle étape de l'humanité, vous déjà mettez les pistes. Au lieu d'être des égocentriques, parce que égoïste, orgueilleux, égo, c'est seul. Je. Égo. Alors que vous laissez entendre que ça va être des collectivités. Ça va être des gens qui vont sentir qu'on a besoin de l'autre. Aimez-vous les uns les autres. Et si rien que le confinement en a été une preuve flagrante. On a tous souffert de ne pas pouvoir être ensemble. Nous sommes des animaux sociaux. Et il y a des gens d'ailleurs qui ont pris conscience, alors le confinement il aura au moins eu peut-être ça d'avantageux, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit mais en fait on ne peut pas se passer les uns des autres, on a trop besoin d'être ensemble, donc on finit par devenir dépressif quand on ne voit plus les autres. Oui. Et c'est peut-être là la sortie, c'est peut-être là la porte de sortie. Les milliardaires qui vont vivre avec leur montagne d'or, ils ne mangeront pas leur pépite pour survivre. Alors que les autres vont s'organiser dans des petits terrains, ils vont faire pousser des choses, ils vont organiser des échanges, ils vont se rendre des services, mais ils n'en donneront pas à quelqu'un qui arrive juste avec une brouette d'or en disant « Donne-moi des pains, donne-moi de ci, donne-moi de ça, gars, je te donne tout cet or-là. » On ne mange pas l'or, hein, on peut pas manger des billets, hein, ça c'est voilà, sûr. Oui. Alors, il y a des événements majeurs qui vont faire, comme ils disent dans certains textes, les douleurs de l'enfantement seront terribles. Ils laissent entendre que la Terre va tituber, donc il va peut-être y avoir une bascule des pôles, il va peut-être encore des grands chambardements géologiques planétaires. Et ça, vous laissez entendre que tout ça peut arriver en même temps, parce que la Terre, vous le dites, c'est un être vivant qui est peut-être supraconscient à l'humanité, qui est juste des puces qui vivent sur la surface. Et à un moment donné, l'animal, il se secoue pour se débarrasser des puces. Mais il y a celles qui vont avoir pris les moyens d'être autonomes, d'être capables par la collectivité, pas par l'individu. J'espère, après, très sincèrement, si la Terre décidait véritablement de lancer une 6e extinction qu'on a déjà plus ou moins lancée nous-mêmes, hein, parce que de toute façon, on tue un petit peu tout ce qui nous entoure tout seul comme des grands, on n'a pas besoin d'être aidés. Mais si elle veut vraiment se débarrasser de nous, très sincèrement, je suis pas certaine qu'il y a beaucoup de gens qui arriveront à survivre dans des communautés, etc. Si on entre dans un hiver nucléaire, communauté, pas communauté, les gens, c'est pas parce qu'ils auront fait un petit potager dans une forêt qu'ils y arriveront. Un hiver nucléaire, de toute façon, ça tuera tout le monde, ou ça tuera, à la limite, ça épargnera peut-être une certaine frange d'êtres vivants, mais nous, à mon avis, on a peu de chances de s'en sortir. Et là où je vous rejoins pas du tout, c'est que j'ai plutôt peur, au contraire, que la pire version de nous-mêmes, c'est-à-dire les gens les plus orgueilleux, qui ont peut-être mis des milliards de côté pour se prévoir des bunkers super au cas où il y aurait un gros souci, manque de bol, c'est eux qui vont s'en sortir et qui vont récupérer tout le truc. Donc, voilà. On dévoilera pas le truc que vous avez trouvé, que j'ai trouvé ça génial dans le dernier là, des enfants de Frangé. Oui, le jugement. Le jugement dernier. Oui, quand ils savent comment régler le problème de ceux qui sont enfuis dans leurs abris souterrains. Oui. Et c'est une probabilité, une possibilité. Il y a un élément étrange dans cet événement que vous avez soulevé. Dans le livre, même aussi dans le jugement dernier, vous arrivez avec quelque chose que, comment il s'appelle, BHL, là, Bernard-Henri Lévy. Henri Lévy, oui. Oui, qui a passé sur j'ai montré un extrait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plus tôt, là, dans l'émission,
où il bafouille à un moment donné. Il dit, oui, mais moi, là, je voudrais pas qu'on pense que les êtres humains qui vont se faire vacciner de force, qui vont être obligés de vivre comme des rats de laboratoire. On n'a pas besoin de ces scientifiques à la con qui veulent absolument faire des expériences avec l'humanité entière et peut-être aller chercher dans les êtres humains. Puis là, il bafouille, l'animateur ne sait pas où il s'en va. Et il allait dans la piste exactement que vous avez suivie avec les enfants de Pangée. Que les savants veulent s'accaparer de leur cerveau pendant qu'ils sont encore vivants, parce que tu ne peux pas analyser un cerveau si l'être est mort, et tu les mets dans des conditions d'observation avec des électrodes et tout le reste, pour essayer de détecter, mais qu'est-ce qu'ils ont d'être capables de communiquer par télépathie, qu'est-ce qu'ils ont d'être capables d'avoir une préscience sur certains événements, qu'est-ce qu'ils ont d'avoir la réaction, le réflexe idéal pour éviter la balle de carabine. Oui, puis la connexion avec la Terre, surtout, quoi. Ils cherchent à comprendre d'où vient cette connexion, comment elle est possible, est-ce qu'elle est même seulement véritable, enfin, donc oui, ils creusent, quoi. Ils ont envie de savoir pourquoi ces enfants, ils ont l'air d'avoir développé des capacités que le reste de l'humanité n'a pas. Donc, ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense sincèrement qu'il y aura une évolution au niveau de notre ADN. Je veux dire, on le voit d'ailleurs, hein, il y a des scientifiques qui en parlent, hein, qui remarquent qu'il y a de plus en plus de mutations génétiques spontanées chez plein de gens dans la population. Alors c'est pas toujours des mutations très heureuses parce que des fois ça déclenche des maladies, ça déclenche des choses, mais il y a aussi des personnes qui se découvrent certains talents, parce que des mutations se sont mises en place dans leur ADN. On ignore encore comment, mais il n'empêche qu'on a la sensation quand même qu'il y a des choses comme ça en coulisses, dans les coulisses de la nature, parce que là pour le coup c'est la nature qui le fait, hein, c'est pas nous. Il y a comme des déclencheurs, des trucs qui font que ça brasse un peu les cartes. Et ça les redistribue, quoi. Tiens, on va donner telle faculté supplémentaire, essayer d'aider l'humain à évoluer de telle façon. Et c'est ce que je voulais explorer dans les enfants de Pangée, avec ces enfants qui sont nés avec une mutation génétique. Pourquoi eux? Il n'y a pas de raison particulière, c'est un peu la loterie de la nature. Mais eux, en tout cas, ils sont nés avec cette évolution-là, et ça les rend supérieurs dans le bon sens du terme. C'est-à-dire ils n'ont pas en eux ce besoin de dominant. Ils veulent se servir de leur supériorité pour en fait tirer les autres à eux et non pas les écraser. Voilà, c'est tout ce qui les différencie de l'élite d'aujourd'hui, quoi. Moins d'ego, moins d'orgueil, pour rejoindre ce que disait Marc, quoi. Voilà. Stéphanie Athènes, notre entretien achève. Mais achève dans une première partie si vous acceptez qu'on en fasse une autre heure après. Mais j'aimerais vous demander si vous êtes croyante. Est-ce que vous faites des prières? Est-ce que vous nous avez conté l'anecdote où vous avez 3 soirs de suite envoyé le message en disant, écoute, si je suis supposé faire une mission, faites-moi un signe. Puis finalement, vous avez reçu notre petit email. Mais il y a des choses qui vont suivre, certains. Parce que je vous lâche pas maintenant. Croyante, je sais pas. Croyant, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la religion. Moi, j'ai pas de religion. Quand on me demande quelle est ma religion, je réponds la spiritualité. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, oui, bien sûr. C'est excellent. Oui, hein, on professe aucune religion, nous, ici. Là, on n'a jamais professé. Voilà. J'ai reçu tout le monde. J'ai reçu des juifs, des musulmans, des chrétiens, de toutes les espèces, des bouddhistes, etc. Et les sociétés secrètes, chacun sont venus faire leur tour. Et pour parler de spiritualité, quoi. Oui, oui, c'est ça. Alors, quand vous dites les enfants, la nature a fait que peut-être par le boulier, le hasard fait que, hop, lui vient de naître avec un ADN un peu amélioré, etc. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il n'y a pas aussi on les appelle les dévas, on les appelle les anges, on les appelle différents noms, des êtres spirituels, plus subtils, dont la fonction est de présider à l'amélioration de la nature, appelons ça comme ça, de manière générale. Ils sont très fâchés de voir nos jeux d'OGM, là, où on essaie de jouer au... à l'apprenti sorcier. Oui, exactement, là, tu sais. Alors que... Je sais pas, parce que je me dis que si vraiment c'était le cas, je sais pas si vous avez vu un film. Alors chez nous, ils l'ont appelé en France, ils l'ont intitulé L'Agence. Je trouve ça très mauvais comme titre, mais c'est avec Matt Damon. Oui, Bureau de contrôle. En fait, voilà. Chez nous, ils l'ont appelé Bureau de contrôle. C'est vraiment un film excellent parce qu'il parle justement de cette présence divine qui tout d'un coup s'est dit on rend à l'homme son libre arbitre ou on le lui enlève.
moi j'ai vraiment la sensation aujourd'hui, étant donné le bazar dans lequel on se trouve, qui devient quand même en plus hyper dangereux, parce que là, c'est même la Terre elle-même finalement qui se trouve menacée par notre présence, qui se trouve abîmée par notre présence, même si elle s'en sortira toujours mieux que nous, hein, il n'empêche qu'il va quand même falloir qu'elle se refasse une santé, enfin elle n'a rien demandé. Hein. Donc je me dis que s'il y avait vraiment une présence qui nous aidait, on ne serait pas autant dans le jus quand même, parce que là je pense qu'on va dans le mur. Je pense qu'on nous a laissé une possibilité de libre arbitre et qu'on en a fait n'importe quoi. Donc ça, oui. Je pense que... Coupure brutale d'électricité. Plus d'électricité en studio. On est sorti à l'extérieur pour voir s'il y avait un orage. Non, c'était des préposés d'Hydro-Québec qui venaient vérifier mon compteur non communicant. Je serais surpris qu'il n'ait pas communiqué par téléphone pour nous avertir qu'il viendrait couper le courant. Il y a une suite de cette rencontre dans le club créé pour les abonnés du mois de juillet. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Subitement, le tout s'est arrêté pendant... on a pris le temps de se replacer pour pouvoir faire la suite. Alors, nous venons de voir cette première partie du Vidéorandia de la semaine du samedi 11 juillet 2020, le numéro 28. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, notre invitée Stéphanie Athènes, romancière et scénariste, directement de France via Skype. Vivre son roman. La suite dans le club créé, en version privée pour les abonnés du club créé du mois de juillet 2007. Ne manquez pas d'aller voir et de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, d'écouter la version MP3 par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald, qui ne pouvaient pas prévoir cette rupture d'électricité. Recherchiste Louis Ferland. À la régie, Geneviève, bien connue sous le nom de Spirale. Et oui, nous avons des rencontres jardin cet été, lorsque la météo le permet, les samedis soirs de 19h30 à 23h à Mont-Saint-Hilaire. Ça nous donne l'occasion de nous rencontrer en personne. Évidemment, on doit respecter les conditions de distanciation. Les couples peuvent être côte à côte, mais les étrangers doivent garder une distance de 2 mètres. Apportez votre chaise de jardin. On n'a pas accès aux toilettes de la maison, qu'on se comprenne, à cause des événements qu'on connaît. Vaut mieux prévenir que guérir. Et la semaine prochaine, je vous préviens que l'émission sera très spéciale. Nous la présentons sous forme d'un science-fiction. Étant donné le contenu avec notre invité, M. Jimmy, on va aborder les agendas 2020 et le 2030 des Nations Unies. Voici quelques suggestions par rapport aux vidéos que vous venez de voir. Bonne semaine et au plaisir de vous retrouver dans le club créé pour la suite. À bientôt.